La statue de l'Éphèbe, le buste de Juba II ou encore le chien. Ce ne sont là que quelques exemples des centaines d'objets en bronze exhumés lors des fouilles archéologiques sur le site de Volubilis et exposés actuellement à Rabat. Vous voulez découvrir ces chefs-d'œuvre archéologiques? Eh bien, venez avec nous au musée d'archéologie de Rabat, rebaptisé désormais Musée de l'Histoire et des Civilisations. Fermé durant toute une année pour d'importants travaux de réaménagement, le musée d'archéologie de Rabat ouvre de nouveau ses portes au public, mais cette fois-ci sous une autre appellation, le musée de l'histoire et des civilisations. Avec moi, M. Agalis Idrissi, vous êtes archéologue, directeur du musée d'art contemporain de Rabat, mais c'est vous qui avez justement chapeauté ces travaux. Pourquoi cette nouvelle appellation? L'appellation en fait est venue suite aux travaux d'aménagement qu'on a proposés. D'abord une nouvelle scénographie. Une nouvelle scénographie, ça veut dire tout simplement une nouvelle proposition, une nouvelle lecture. Et la lecture qui a été proposée, c'est une lecture qui s'ouvre sur d'autres artefacts et non pas uniquement sur les objets qui proviennent de fouilles archéologiques. Donc à l'origine, il y avait uniquement des objets qui proviennent de fouilles. Mais lors de l'aménagement de cette expo, on a intégré également des éléments architectoniques qui proviennent des monuments historiques, qui n'ont pas été enfouis, des manuscrits qui proviennent des collections anciennes, donc pour élargir l'offre muséale et pour élargir également la lecture, pour intégrer d'autres objets qui ne sont pas forcément d'origine archéologique. Ce qui a fait finalement qu'on a proposé une nouvelle lecture de cette collection qui intègre à la fois le paramètre archéologique et le paramètre patrimonial dans le sens large du terme. C'est une exposition à caractère chronologique, matérialisée dans ces vitrines par des objets qui appartiennent, qui s'intercalent chronologiquement entre plus d'1 million d'années jusqu'à des millions. Donc c'est une synthèse d'occupation, comme ce que j'ai dit, du sol marocain, des objets qui proviennent de la région de Casa, d'autres qui proviennent de l'oriental, qui proviennent du sud du Maroc, des objets qui montrent l'ancienneté de l'occupation du sol marocain, depuis l'Achelien ancien, passant par des civilisations africaines, tardivement, ou maghrébines, l'Atérien par exemple, que vous voyez ici avec ses pointes de flèche, ou le moustérien, ou les plus anciennes trouvailles d'industrie osseuse au Maroc, que vous voyez dans cette présentation, qui remonte à l'époque atérienne, ou une autre côte qui est considérée par les chercheurs comme un calendrier strié. Plus là, on a une meule qui est intéressante dans la mesure où il servait pour broyer l'ocre rouge qui a été utilisé par l'homme préhistorique pour la décoration soit des défunts, soit dans des rituels. Là, on est face à des objets qui proviennent du nord du Maroc, de la péninsule tingicaine, de la céramique qui remonte au Cardial, donc on est à 7000 ans avant Jésus-Christ, et la céramique qui n'existe qu'au Maroc, en dehors du nord de la Méditerranée. On est le seul pays dans lequel on a trouvé ce genre de mobilier. Ce mobilier, il peut être un mobilier d'accompagnement des défunts, comme il peut être également un mobilier qui est utilisé dans la vie quotidienne. Et la présence de ce mobilier est un indice également de la sédentarisation qu'a connu le Maroc. Quand on voit de la céramique type saharienne avec des anses féniculaires à renfort interne, purement saharien qui a été trouvé
dans la région de Roazé-Skhera, dans la région de Rabat, et qui va être découverte après, lors des fouilles récentes qui ont été menées dans la péninsule ibérique. On va trouver des éléments similaires. Ça montre encore une fois le rôle qu'avait joué le Maroc en tant que relais, en tant que station, en tant que lieu de passage et en tant que civilisation. Donc là, on a les plus anciennes traces de l'apparition de la métallurgie au Maroc, la hache plate de Oued Akrache, de la région de Rabat. On a la Kazouila de Dar Sultan, donc une référence mondialement connue, etc. Donc, dans notre troisième on a présenté quelques ossements, quelques restes phoniques qui proviennent des sites marocains et qui montrent encore une fois qu'au Maroc, on n'avait pas uniquement les artefacts, on avait également le responsable de la production de ces artefacts. On a les indices humains également. On a les indices et on a l'artisan qui a fabriqué ces indices. Chose qui est rarissime. Donc on a des indices qui remontent par exemple à au-delà de 200 000 et qui montrent vraiment au Maroc qu'il y avait une présence humaine, comme ce que je disais au début, dense et diversifiée. Après, on a quelques éléments à l'image de ce crâne, par exemple, avec une trépanation qui est considérée comme l'une des plus anciennes opérations réalisées sur un être humain. On a traversé les temps préhistoriques vers les temps historiques. Donc on est à l'époque phénicienne ou d'influence phénicienne. Donc avec de la céramique qui porte des inscriptions que vous voyez ici, peut-être les plus anciennes traces d'écriture qui existent au Maroc, plus des objets d'inspiration grecque, essentiellement ce puisoir que vous voyez qui provient de Lexus et qui est d'inspiration grecque ou de la céramique à décor linéaire. Là, on est les deux pièces, à mon avis, maîtresses de cet espace. C'est ce vase qui est complètement, le premier, c'est ce vase qui est complètement endommagé, qui est considéré comme un raté de cuisson. Mais c'est un indice important pour les archéologues parce qu'il montre qu'à Al-Qouess, Briouche, il y avait un véritable atelier de production de céramique dans la colline de Potier qui existait depuis l'époque mauritanienne. Et après, on a la pièce maîtresse que vous voyez de cet élément, de cet animal mythologique qui est exposé ici. Vous voyez le sphinx ou le sphinx qui provient de Lexus aussi et qui montre que au Maroc, il y avait déjà des influences qui viennent de la Méditerranée, du nord de la Méditerranée. Donc l'époque romaine, quelques objets en céramique et en cuivre et en os qui montrent quelques indices qui montrent la vie à l'époque romaine, le mode de vie romain, que ce soit des éléments de beauté, ou la déesse Vénus, on la voyait en train d'enlever ses sandales, ou des éléments liés aux activités du cirque connues à l'époque romaine, exactement, ou tout simplement voilà, des gladiateurs qui sont exposés, soit en tant que statuettes, soit en tant que bas-reliefs qui décorent les lampes de l'époque romaine. À côté de ce parcours chronologique, on a également mis en place deux expositions thématiques. Une première dédiée à l'art du marbre et la seconde est dédiée au bronze. Donc le marbre qui est exposé dans cette salle provient des sites, les fameux sites
de volubilis, de banassa, de lexus, de tamosida en général. Ce marbre, bien évidemment, est lié soit à la vie quotidienne, donc des pièces qui proviennent des lieux publics, qui ornementent les lieux publics, des fontaines ou des macarons, ou ils proviennent des lieux de culte, de lieux religieux, des lieux de culte en particulier, la statuaire liée à la mythologie ou liée à la religion. Donc là, on est face à des plaques en bronze, bien évidemment, qui montrent en quelque sorte le fonctionnement des institutions à l'époque romaine dans une ville comme la ville de Banassa, entre le 1er et le 3e siècle après. Donc on a des exemples de ces plaques comme la table de patronat ou la table de la nomination de l'ancien gouverneur, par exemple, de la Mauritanie tingitane en tant que patron de la ville de Banassa, ou la plaque dans laquelle la population demande la citoyenneté romaine, etc. Donc ce sont des plaques qui contiennent des textes de loi et qui montrent bien évidemment le fonctionnement des institutions. On est face à un objet particulier, une pièce maîtresse de cette exposition qui est le buste de Juba II, une pièce qui remonte à la première moitié du 1er siècle avant, c'est-à-dire il remonte à 25 avant Jésus-Christ. C'est une pièce qui a été produite probablement en Égypte à l'occasion du mariage de Juba II avec Cléopâtre Sélénée, et c'est un mariage à la fois qui montre l'ouverture de l'Afrique du Nord, de la Mauritanie en particulier, sur la Méditerranée, et cette fois-ci sur le sud de la Méditerranée, mais en même temps parce qu'il était lié à Rome. Juba II, c'est le roi de l'Afrique du Nord, le roi du Maroc, de la Mauritanie tingitane, mais également c'était un grand savant, un écrivain, un polyglotte qui parlait à l'époque le grec, le romain, le latin, plus la langue berbère locale. Donc on va dire que c'est l'un des rois majeurs de la Mauritanie tingitane, et c'est le père de Ptolémée, qui était également le dernier roi de la Mauritanie tingitane avant l'occupation romaine. Quand on voit actuellement la richesse de ce musée, on comprend facilement qu'est-ce qu'on entend par le Maroc est un espace de rencontre à l'échelle de la Méditerranée. Qu'est-ce qu'on entend vraiment par le rôle qu'avait joué le Maroc dans la genèse des civilisations, à la fois méditerranéennes et sahariennes. Là, on a vraiment des traces tangibles qui nous montrent à la fois la densité de l'occupation du sol marocain depuis 1,2 million d'années jusqu'à nos jours. Deuxièmement, une continuité dans cette occupation depuis 1,2 million jusqu'à nos jours, donc une densité, une continuité, et également d'avoir une idée sur les phylums qui ont alimenté notre culture. On a des objets d'origine méditerranéenne, on a des objets d'origine saharienne, on a des objets qui ont été produits in situ. Donc on a tous les ingrédients pour faire une véritable lecture de notre histoire.
Monsieur Macdoun, le site est connu pour être donc romain. Bon, quand on voit un peu tous les monuments qui sont là, et pourtant le site comporte bien des éléments islamiques puisqu'il y a des données archéologiques qui permettent de l'affirmer. Exactement. Alors dernièrement, il y a pas mal de fouilles effectuées par des archéologues marocains qui ont exhumé un grand nombre de témoignages qui attestent une présence islamique ici de Volubilis. On a dégagé tout un quartier au nord de l'Arc de Triomphe. Ce sont les résultats de fouilles dirigées par M. Omar Akraz, directeur de l'INSAP, avec les étudiants de l'INSAP. On a découvert un grand nombre de maisons, d'habitations. Et l'autre découverte, c'est la découverte d'une nécropole. Une nécropole qui se trouve près des thermes du Nord, à côté du tumulus. Cette nécropole s'étend sur une grande surface. La fouille de cette maison a été effectuée par M. Omar Akraz, M. Wahi et moi-même. Et on a découvert une trentaine de squelettes musulmans. La preuve qu'il s'agisse d'installations humaines islamiques, c'est la technique qu'on a suivie dans l'enterrement des morts. Alors ils s'appuient sur le côté droit en regardant vers l'est. Et à côté de cette technique d'inhumation, on a trouvé pas mal de monnaies islamiques, alors qui datent de la période islamique, de la période idrisside, et même de la période pré-idrisside. Idriss Ier, je pense que c'est connu, réfugié ici à Volubilis. Il est chassé par les Abbassides de Bagdad, et il a trouvé ici un accueil de la part de la tribu qui habitait cette région, qu'on appelle les Auraba. Alors Ishaq al-Aurabi, le chef de la tribu, a bien reçu Idriss Ier. Et les gens ne le savent pas beaucoup. Idriss Ier s'est installé à Volubilis, au début. Il l'a pris comme capitale de son État. Mais vite, il a quitté le site de Volubilis pour s'installer à l'emplacement de l'actuelle ville sainte de Moulay Idriss. Après les nombreux siècles d'abandon de la ville à partir du XIVe siècle, aujourd'hui on vit une véritable renaissance grâce à ce flux de touristes, de visiteurs qui viennent du partout le monde pour admirer les vestiges que nous ont laissés les différentes civilisations qui ont passé par Volubilis. Pour accueillir justement ces gens, il y a aussi l'aménagement de plusieurs structures d'accueil à l'entrée de Volubilis, à l'instar de notre centre d'interprétation qui met en valeur tous ces vestiges à travers des projections audiovisuelles et aussi à travers des restitutions 3D et à travers toujours plusieurs objets archéologiques, des statues, des inscriptions, des éléments d'architecture. Donc tout ça pour bien expliquer aux gens comment la ville a été peuplée, comment les gens ont vécu dans cette ville durant une période qui va du XIIe siècle avant jusqu'au XIVe siècle après. Alors, Volubilis, c'est aussi un patrimoine mondial de l'humanité grâce à 4 principaux critères qui se résument dans le fait que c'est un berceau de plusieurs civilisations, de plusieurs cultures, depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque médiévale. C'est aussi un site archéologique avec beaucoup de vestiges archéologiques bien conservés et c'est aussi en fait un résumé de l'histoire même du Maroc et de toutes les populations qui l'ont habité, de tout le pourtour méditerranéen.
En espérant n'avoir pas été très volubile, votre émission touche à sa fin. Rendez-vous le mois prochain pour un autre voyage au fil de l'histoire.